On va muter tout le monde. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, Alex Renaud-Roy, ancienne membre de l'équipe nationale de Judo Canada, membre de l'équipe du Québec pendant plusieurs années. Maintenant, préparatrice physique à l'INS, qui travaille avec différents sports, qui est notre présentatrice aujourd'hui de ce webinaire. Donc, juste pour vous garder, vous informer, le webinaire sera enregistré et aussi le PowerPoint qui sert au webinaire sera partagé. On va garder un 15 minutes à la fin pour des questions. Donc, s'il vous plaît, les garder pour la fin. Si vous n'avez pas à les oublier, vous pouvez les mettre dans le chat, puis on va passer à travers en cours à la fin. Donc, sans plus tarder, Madame Alex Renaud-Roy. Bonjour à tous. Donc, je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de préparation physique en judo. Donc, dans un premier temps, c'est clair qu'on va aborder d'une façon un peu plus large la préparation physique par rapport au judo. Donc, certaines bases techniques, certains rappels que je vais faire. Puis, par la suite, on va parler un peu plus précisément de la préparation physique auprès des enfants, des adolescents et les exercices fondamentaux qu'on peut voir au fond dans une planification pour notre sport. Donc, sans plus tarder, donc je vais faire l'introduction. On va commencer avec la préparation physique. En fait, par où commencer? Donc, dans un premier temps, quand on regarde notre sport, il faut que justement on fasse une analyse des besoins de notre sport, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau des qualités physiques. Et aussi, dans un deuxième temps, du groupe qu'on encadre, que ce soit des athlètes de haut niveau, niveau provincial, des jeunes qui ont parfois déjà des historiques de blessures en bas âge, tout simplement où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement. Donc, c'est ça, c'est différentes questions à se poser quand on commence à faire les premiers pas pour monter une planification, en fait, des entraînements en préparation physique. Par la suite, le but, au fond, de la préparation physique pour le judo, évidemment, c'est oui, optimiser la performance, mais aussi permettre la prévention de blessures et aider par rapport à la gestion du poids, vu que c'est une des réalités de notre sport. Donc, au niveau de la performance, on parle évidemment de tout ce qui touche les qualités musculaires, donc la force max, la puissance force, et la masse musculaire. Donc, évidemment, on parle aussi de tout ce qui est hypertrophie. Par la suite, on parle du VO2 max, donc le volume d'oxygène maximal qu'un athlète peut consommer. Et finalement, l'endurance musculaire. Donc, par la suite, si on regarde rapidement qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature, on a certaines données qui nous permettent en fait d'avoir une meilleure idée de quels sont les besoins d'un judoka. Donc, au niveau de la force maximale, par exemple, pour les hommes, bien, on s'entend que la répétition maximale, le poids qui peut être soulevé par un homme va être entre 1,32 et 1,5 fois le poids du corps. Au niveau des femmes, malheureusement, on n'a pas de données. Au niveau de la puissance aérobie, donc du VO2 max, comme je parlais un peu plus tôt, on vise entre, présentement, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est entre 47,3 et 59,3 millilitres par kilo par minute de consommation d'oxygène. Et évidemment, on veut viser aux alentours de 60 millilitres par kilo par minute. Pour vous donner un peu une ordre de grandeur, quand on regarde des athlètes de haut niveau par rapport par exemple, au ski de fond, bien, on va parler entre 80 et 90 millilitres par kilo par minute d'oxygène consommé. Au niveau des femmes, ça va être un peu plus bas, donc 43,7 et 52,9 millilitres par minute par kilo. On vise 55. Au niveau de l'endurance anaérobie, il n'y a pas de données sur la lactémie en compétition. Par contre, dans des études qui avaient des simulations de combat, donc des Randbury, on peut observer un pic de lactatémie montant jusqu'à 18,12 plus ou moins 4 millimoles par litre de sang. Au niveau de la puissance maximale, il y a une étude faite par Favre et Juvin qui se sont rendus compte qu'il y a une corrélation entre le niveau de la puissance maximale et le niveau de compétition des judokas. Donc, on parle soit de départemental, donc c'était une étude qui se déroulait en France, soit de niveau régional ou national. Donc, plus la puissance maximale était élevée,
plus on retrouvait cette puissance maximale-là près d'athlètes, justement, qui étaient sur l'équipe nationale ou en voie de monter sur l'équipe nationale. Donc, quand je vous parlais des rappels que j'allais faire pour la présentation, ça, c'est notre premier, au fond, le rappel des filières énergétiques. On en a 3. Le point important, au fond, à retenir, c'est que la régénération des réserves d'ATP et de phosphate créatine est dépendante de notre VO2 max. C'est pour ça quand même que même si on n'est pas un sport d'endurance de longue durée, il y a quand même un intérêt à avoir un VO2 max élevé pour nous aider à mieux récupérer. Donc, d'après vous, en fait, vous pouvez répondre un peu dans le chat, mais on va répondre ensemble. Quand on regarde la filière qui est utilisée pour le judo, on voit qu'on est plus dans le métabolisme anaérobique lactique à cause du temps de travail qu'on va effectuer avec les judokas, en fait, les combats. Quand on parle de puissance, par contre, vu que des mouvements en puissance, c'est de plus courte durée, on va être plus dans un métabolisme anaérobique alactique. Donc là, on va aller chercher justement de la phosphocréatine, donc notre première filière énergétique. En endurance, là, justement, on va être plus dans du métabolisme aérobie, donc on va être beaucoup plus dépendant sur notre consommation d'O2 dans le temps pour notre performance. Par la suite, on va parler des principaux facteurs du développement neuromusculaire, puis ça va être un point quand même qui est très important parce qu'on va en reparler par la suite au niveau du développement de l'entraînement de préparation physique pour les jeunes et les ados. Donc, premièrement, par rapport aux facteurs de développement neuromusculaire, si on regarde la figure, on voit qu'on a des personnages. On a ensuite des personnages qui ont différents volumes musculaires. Ensuite, on a des axones qui représentent notre système nerveux et finalement, on a l'haltère. L'haltère, à la fin, au fond, ça nous donne une idée de c'est quoi le potentiel de la charge qu'on peut soulever. Donc, si on regarde tout à la gauche, dans notre carré rouge, on voit que le volume musculaire est beaucoup plus petit de cette personne-là, que le système nerveux aussi est un petit peu moins important. Donc, le niveau de force maximale est un peu plus petit. Par contre, si on regarde celui qui est tout de suite à la droite, dans le carré vert, on voit qu'au niveau du volume musculaire, il n'est pas plus important, il est encore petit. Par contre, le système nerveux est plus important, donc on va être capable d'aller chercher une charge plus élevée. Si on va totalement à droite, dans notre carré bleu, on voit qu'ici, oui, même si on a un volume musculaire plus important, mais que notre système nerveux est moins développé, le niveau de charge qu'on va pouvoir soulever ne va pas nécessairement être optimal. Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir de cette diapo-là? C'est que le gain de force, ça ne veut pas nécessairement dire un gain de masse. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Justement, c'est qu'on parle des facteurs neuromusculaires. Pour augmenter la force, le système nerveux central dispose de 3 différents mécanismes. Donc, l'idée, dans le premier temps, c'est d'avoir un recrutement de plus en plus important d'unités motrices dans le même muscle. Donc, on parle d'une sommation spatiale. Donc, si je prends mon muscle, l'idée, c'est d'avoir plus de fibres musculaires qui vont participer au mouvement. Donc, pour ça, déjà, on parle de 80% des possibilités maximales de notre force. Par la suite, une augmentation de la fréquence de décharge des unités déjà activées. Donc là, on parle d'une sommation temporelle. Donc, dans le temps, mon système nerveux va envoyer une commande à mon muscle et si en termes de temps, c'est bien, ça arrive au bon moment, on va être capable d'aller chercher justement nos blocs d'unités motrices en même temps. Ça va nous permettre aussi d'augmenter notre charge. Et finalement, on s'entend, on n'a pas juste, par exemple, une chaîne musculaire antérieure, donc l'avant, par exemple, par rapport au pec ou par rapport, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le biceps et le triceps. Donc, pour nous permettre d'être plus fort au niveau du biceps, eh bien, on va quand même avoir un impact dans une meilleure synchronisation de contraction-relâchement. Donc, pendant que je vais venir engager mon biceps, eh bien, mon triceps va être relâché. Donc, juste ça va me permettre justement d'avoir un meilleur mouvement et d'être plus forte. Donc, il faut se rappeler que la qualité de la commande nerveuse, ça permet d'avoir, si on a une bonne qualité de la commande, au fond, on va avoir un recrutement plus élevé d'un nombre d'unités motrices dans le même muscle. Ça va nous permettre d'être plus fort et de soulever plus lourd. Par la suite, on a les facteurs structuraux. Donc, si on pense à ma première diapo avec mes bonhommes, mais là, justement, on va parler de ceux qui ont un volume musculaire plus important. Évidemment, par rapport aux des facteurs structuraux, on a la nature des fibres musculaires qui constituent les unités motrices. Donc, il y a différents types de fibres, type 1,
type 2A et type 2B. Type 1, on va être plus dans une fibre qui est endurante, donc elle va être beaucoup plus petite en termes de volume. Elle va être pas nécessairement très, très forte. Et si on va plus dans du 2B, ben là, ça va être le contraire. C'est une fibre qui va être beaucoup plus grosse, qui va prendre beaucoup plus de place, donc elle va être plus volumineuse. Et elle va pouvoir permettre de faire des mouvements en puissance. Par contre, elle est moins endurante. Par la suite, la surface de section des fibres et de l'ensemble des muscles sollicités. Donc, le nombre de myofibrés et de myofilaments qu'on va retrouver dans un millimètre carré d'une section. Par exemple, donc, si je prends mon biceps et je le coupe au milieu, évidemment, c'est la quantité de fibres que je vais avoir là-dedans, mais plus j'en ai, plus ça va pouvoir me permettre, comme je parlais plus tôt, ils vont contribuer au fond à pouvoir lever une charge plus lourde. Par la suite, finalement, l'état de raccourcissement ou d'étirement du muscle. Donc, on se souvient bien que notre muscle, dans les différentes phases de contraction, bien, soit qu'il va avoir tendance à s'étirer ou à se contracter. Donc, là encore, à un certain moment, il y a un potentiel de force qui est plus intéressante quand nos fibres sont légèrement étirées. Si on est vraiment à la fin de l'étirement, bien, il n'y aura pratiquement pas de force. Même chose, si mes fibres sont pratiquement contractées entre elles, bien, on ne produira pas non plus beaucoup de force à ce moment-là. Donc, le point à retenir, c'est que l'hypertrophie, oui, on parle encore d'un gain de force, mais cette fois-ci, ça va être avec un gain de volume musculaire. Ça, c'est une diapo pour vous rappeler en fait les différentes fibres musculaires. Vous allez pouvoir le voir, la regarder de votre côté. Par rapport à la chronologie des adaptations nerveuses et musculaires lors du développement de la force, qui est présenté par Sale en 1988, au fond, lui, qu'est-ce qu'il montrait, c'est que pour un débutant, dans les 5 à 6 premières semaines de l'entraînement, c'est vraiment au niveau des adaptations nerveuses qu'on va avoir un gain de force, versus les adaptations musculaires, que ça va être plus tard. Là, on s'entend qu'on parle ici d'un débutant qui est quand même qui s'entraîne de façon assidue. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'entraîner une fois par semaine pendant 5 semaines qui va nécessairement avoir ces gains-là. On parle quand même d'un débutant, comme je disais, qui est assidu à son entraînement. Par la suite, un rappel au niveau des zones de travail pour les charges, la force et l'hypertrophie. Donc, rapidement, quand on regarde le graphique, on voit en bas le nombre de répétitions qui va être effectué avec une certaine charge. Et sur l'axe des Y, on voit au fond le pourcentage du 1RM. Donc, si on regarde tout en haut à gauche de notre tableau, on voit qu'on va parler plus de force maximale. Donc, le nombre de répétitions va être beaucoup plus basse et la charge va être beaucoup plus élevée. Par la suite, on a une zone de travail entre 5 à 8 répétitions qui est un peu plus, je dirais, entre l'hypertrophie et la force. Donc, on va avoir certains gains, oui, en force, mais on va avoir certains gains en termes structurels. Et finalement, quand on descend en bas de 8 jusqu'à 20, on parle, l'entraînement va avoir un impact beaucoup plus au niveau du volume musculaire. Donc, entre 80% de notre 1RM jusqu'à 60, je dirais. En bas de 55 dans des répétitions très, très élevées avec presque pas de charge, ça va être très difficile d'aller chercher des gains au niveau de l'hypertrophie. Par la suite, ça aussi, c'est une diapo que vous allez pouvoir regarder de votre côté. C'est simplement un rappel au niveau des différentes types de contractions. Donc, par la suite, les qualités de force ou de puissance à développer chez le sportif. Pour le judo, on va vraiment s'intéresser beaucoup plus à la force maximale de notre athlète, à la puissance force et la puissance maximale. C'est vraiment les plus importantes. Pourquoi est-ce qu'on regarde plus ces qualités-là par rapport à la puissance vitesse? Donc, si je vous donne un exemple par rapport au soccer ou au baseball, eh bien, l'athlète va devoir déplacer un ballon, va devoir déplacer son poids de corps, évidemment, mais là, on va dire qu'il va être beaucoup plus il va devoir exercer une force sur simplement un ballon qui va être beaucoup plus léger. Versus au judo, on doit carrément déplacer un adversaire qui fait partie de notre même catégorie de poids. Donc, si ma force maximale est plus élevée, mais ça va me permettre d'avoir un gain plus important. Bien, en fait, ça va être facile pour nous de pouvoir le déplacer, de le soulever et au fond de faire des techniques avec cette personne-là.
Finalement, aussi un petit rappel au niveau de les qualités de force. Là, c'est plus par rapport au profil force-vitesse. Un profil force-vitesse, en fait, c'est l'idée de voir est-ce que mon athlète est un athlète qui a tendance à être beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Ça va être déterminé majoritairement du temps avec des outils qui permettent de mesurer la vitesse de déplacement d'une charge. Idéalement, ces types de profils de force-vitesse-là sont basés sur des exercices clés de musculation comme le back squat ou le développé couché. Ça vous permet aussi d'avoir un peu une idée des différents choix de charge pour les différentes zones de travail, comme on parlait un peu plus tôt, donc la force maximale, l'hypertrophie ou même la puissance maximale. Par rapport à la spécificité de l'entraînement, ça, c'est un point très important. Quand on regarde, au fond, le graphique à la gauche, c'est qu'il y a eu une étude qui a comparé deux effets d'entraînement. Donc, un entraînement explosif, on parle ici de pliométrie, donc avec le poids de corps, donc beaucoup de sauts, et un entraînement plus de type haltérophilie, donc avec des charges lourdes. Si on regarde, au fond, la figure, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que pour tout ce qui est par rapport au saut, on voit que oui, il y a eu des adaptations, sauf que les adaptations ont été vraiment spécifiques au poids de corps. Donc, on voit que la force a augmenté, mais pas autant nécessairement pour les personnes qui ont fait les sauts versus les personnes qui ont soulevé des charges lourdes. Donc, au fond, le point à retenir, c'est que le muscle s'adapte aux charges auxquelles on l'entraîne et le muscle s'adapte aux vitesses auxquelles on s'entraîne. Donc, l'idée de spécificité de l'entraînement est très importante parce que si on va aller taper sur une qualité, mais là, il faut s'attendre justement que si on va taper sur la force, bien, il va falloir qu'on pense qu'il va aussi falloir aller taper sur la vitesse à un moment donné dans notre programme d'entraînement. Donc, rapidement, j'ai plusieurs diapos qui parlent de l'impact de l'entraînement sur la courbe force-vitesse avec différentes façons. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand on regarde ces diapos-là, on voit que la ligne bleue, c'est notre baseline, donc le profil force-vitesse où est-ce que notre athlète commence. Par la suite, on voit qu'après l'entraînement, par exemple, un entraînement de force, endurance et hypertrophie, on voit que le profil a tendance à bouger. Et quand on parle de spécificité, bien là, on voit que vu que c'était un programme plus de force, endurance et d'hypertrophie, eh bien, la vitesse a diminué pour le mouvement, mais la charge que l'athlète, bien, en fait, la force max a un peu augmenté. Donc, rapidement, si on regarde le graphique, on voit qu'en bas, au fond, c'est la vitesse en mètres secondes et sur l'axe des Y, on parle de la force en newton. Donc, l'idée, justement, c'est qu'après un entraînement, s'il n'y a pas un travail qui est fait de l'entretien de la vitesse, comme je vous disais, s'il y a un travail qui est vraiment juste axé sur une qualité, mais oui, ça va avoir un effet sur notre courbe force-vitesse, mais par la suite, il va falloir justement qu'on aille aussi travailler à différents endroits sur notre courbe pour pouvoir avoir des gains. Donc là, par la suite, on a un exemple avec la force maximale. Oui, il y a une augmentation qui est vraiment importante de la force, donc c'est intéressant. Par contre, s'il n'y a pas un travail d'entretien de la vitesse sur le mouvement, ben, on va avoir une perte de vitesse, tout simplement. Dans un monde idéal, on voudrait que notre profil force-vitesse fasse simplement augmenter, donc faire une translation vers le haut. La réalité, c'est que ce n'est pas possible vraiment de faire ça. Donc, il faut, durant le plan, penser à « je veux aller travailler en force, oui, mais je veux aller travailler, par exemple, en puissance qui va être plus vers le milieu de ma ligne ou en vitesse pour garder mon athlète explosif. » Par la suite, la puissance maximale. Les adaptations se font principalement aux intensités travaillées, comme je vous parlais encore, le principe de spécificité. Par la suite, l'haltérophilie, qui est une façon de travailler avec des charges lourdes, mais qui permet aussi d'avoir un impact sur la zone plus en puissance. Donc, et finalement, un récapitulatif des méthodes pour entraîner les qualités de force ou de puissance. Donc là, c'est juste pour vous donner un peu une idée de quelle charge utiliser pour aller développer certaines qualités, le nombre de séries, de répétitions par série et d'autres informations pour vous aider à ce niveau-là.
Au niveau de la fréquence d'entraînement, du principe de surcompensation et de repos, mais on s'entend que ce n'est pas possible pour un athlète, surtout qui a des entraînements de judo, de faire de la musculation à chaque jour pour essayer de s'améliorer et de toujours dire, OK, bien, chaque jour, on va essayer de travailler, par exemple, le développement de force maximale. Ce n'est pas possible. Il va y avoir beaucoup de fatigue qui va suivre ces entraînements-là, puis il n'y aura pas les adaptations qu'on veut. Donc, l'idée ici, c'est que si on regarde la figure en bas, bien, notre travail va être représenté par les barres rouges. La ligne bleue, au fond, ça va être notre idée d'entraînement, de capacité d'entraînement. Donc, à la suite d'un entraînement, on voit qu'elle diminue et avec le repos, on voit qu'elle va recommencer à remonter pour aller passer en haut de notre niveau initial. Donc là, on va refaire une autre session de travail. Il va encore avoir de la fatigue. Donc, on voit l'espèce de principe d'escalier. Pour savoir quand aller travailler au fond de nouveau, bien là, on voit que le temps moyen pour la surcompensation sur un même groupe musculaire varie selon la qualité que vous voulez travailler. Donc, ici, on parle de 2 à 3 jours pour tout ce qui touche l'endurance musculaire, l'hypertrophie sur le même groupe musculaire. Comme par exemple, le lundi, je peux travailler les cuisses, mais ça ne m'empêche pas que le lendemain, je peux aller travailler le haut du corps. OK? Par la suite, quand on parle de puissance et vitesse maximale, on parle de 1,5 journée à 1 journée. Et finalement, par rapport à la force maximale, 2 jours environ. Évidemment, ça dépend aussi de votre athlète. Finalement, on va parler un petit peu de tout ce qui touche la musculation. Et comme je vous disais, ça va nous amener à parler de la musculation chez les jeunes. Est-ce que la musculation est dangereuse, selon vous? L'idée, c'est que quand on regarde, au fond, qu'est-ce que les patients et les médecins ont rapporté, on se rend compte que souvent, c'est des blessures qui sont passées dans la musculation, sont liées la plupart du temps, au fond, à un échauffement qui est inadéquat, à une technique qui est pas bonne non plus, qui n'est pas, on va dire, renforcée. Donc, la technique n'est pas belle pour le squat, les genoux rentrent vers l'intérieur, donc les risques de blessures sont augmentés. Par la suite, s'il y a une augmentation de la charge qui n'est pas progressive et non contrôlée, bien là encore, on peut parler de blessure. Et finalement, s'il n'y a aucun suivi de l'état de fatigue de l'athlète qui est fait, là aussi, ça peut justement augmenter les risques de blessure. Par contre, la musculation en tant que telle, si ces principes-là sont bien suivis, eh bien, ce n'est pas dangereux, que ce soit pour un adulte ou pour un adolescent ou un enfant. Donc, quand on parle de la musculation chez l'enfant et l'adolescent, on entend souvent dire, OK, la musculation empêche de grandir, la musculation fait mal au dos, c'est dangereux. C'est faux. La réalité, c'est que si la technique des mouvements de musculation n'est pas maîtrisée et les charges, justement, ne sont pas adaptées ou carrément l'entraînement n'est pas adapté, oui, il y a des risques de se blesser. Par contre, c'est possible de faire de la musculation chez l'enfant et l'adolescent. Par rapport à la croissance, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai souvent entendu dire « Ah, bien, la musculation, en fait, ça ralentit la croissance. » C'est faux. Hein? La musculation n'affecte pas la croissance de l'enfant ou de l'adolescent. C'est plus l'idée d'une balance énergétique négative. Par là, on entend en fait pas assez de calories disponibles dans une journée, donc des grosses restrictions alimentaires qui ont un impact sur la croissance et non la musculation. Ils ont vu dans certaines études que, par exemple, si je ne me trompe pas, c'était des lutteurs, des athlètes qui s'entraînaient, ils tombaient en restriction calorique et par la suite, après leur compétition, ils recommençaient à manger. Il n'y avait aucun problème par rapport à la croissance qui restait. Donc, on s'entend que ce n'était pas la musculation qui causait un retard de croissance. Par la suite, au niveau d'un programme adapté à l'enfant ou à l'adolescent, il y a différentes questions, évidemment, qu'on peut se poser. À partir de quel âge peut-on commencer la musculation? C'est quoi les précautions à prendre? Quel type de travail proposer en fonction de l'âge? Et quelle progression devons-nous suivre? À quelle dose? C'est ça, en fait, que je vais essayer de répondre aujourd'hui avec vous. La musculation et la puberté. On doit voir la musculation à la puberté comme des fenêtres d'opportunité qu'on doit prendre. L'idée, quand on regarde cette figure-là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est super intéressant. Parce qu'on voit qu'à la prépuberté et à la puberté, il y a des gains à faire et ça va soit être plus au niveau nerveux ou structuraux. Donc, en regardant notre graphique, on voit qu'en bas, en fait, c'est l'âge des personnes.
sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, on voit que c'est la grandeur en centimètres. Donc, par exemple, lors de la puberté, on voit qu'il y a une poussée de croissance si on regarde notre ligne pointillée. Et finalement, le poids, même chose, on voit qu'au niveau de la puberté, il y a une augmentation aussi du poids en kilos. Si on regarde au niveau du premier bloc de la prépuberté, on voit qu'au début, le gain de force va être beaucoup plus au niveau des facteurs nerveux. Par la suite, quand on tombe dans la puberté, là, on voit que là encore, les facteurs nerveux ont un rôle à jouer qui est important au niveau des gains, mais là, on commence aussi à voir l'impact des gains au niveau des facteurs structuraux. Au milieu de la puberté, facteurs nerveux et structuraux principalement qui vont avoir un gros rôle à jouer sur le gain de force. Et finalement, à la fin de la puberté, là encore, on a nos facteurs nerveux et structuraux. Donc, l'idée, c'est dépendant de la taille de l'écrit, que ce soit la taille des lettres, en fait, utilisée, c'est en relation avec l'importance du facteur qui est écrit. Donc, si on revient à la question à partir de quel âge peut-on commencer? Donc, on sait qu'il y a une différence entre l'âge chronologique, donc un enfant qui est né en, on va dire, 2015 va avoir 6 ans, si je ne me trompe pas, et finalement, l'âge biologique. Bien, peut-être que si on regarde 2 enfants qui ont un âge chronologique de 10 ans, bien, il y en a un qui va déjà être vraiment plus grand, qui va avoir une musculature déjà un peu plus développée que notre enfant numéro 1 de 10 ans qui est un peu plus petit. Donc, l'important à savoir, c'est que la maturation, la motricité, les capacités physiques et mentales sont différentes et sont plus dues à l'âge biologique. Donc, l'âge biologique de l'enfant, c'est ça qui va déterminer les objectifs du travail de la préparation physique. Et ce ne sera pas l'âge chronologique. Donc, c'est important que quand vous vous basez, par exemple, dans un groupe d'âge, d'être capable de voir un peu cette différence-là. Le développement de la force au cours de la croissance. Comme je vous disais, c'est oui, on parle d'âge biologique, sauf que en sachant, on parle d'âge chronologique, c'est ça qui est marqué au fond en bas de chacun de mes graphiques. Par contre, il faut garder en tête que l'âge biologique, vu que ça va être différent pour chacun, il y en a certains, par exemple, qu'ils vont avoir leur pic de force un peu plus tôt que d'autres. Donc, si on regarde l'augmentation maximale de la force maximale, chez les filles, ça se passe aux alentours de 11 ans et demi à 12 ans et demi. Chez les garçons, ça se passe un peu plus tard, donc entre 14 ans et demi et 15 ans et demi. Donc, c'est là vraiment qu'il y a un pic de force maximale qui est possible d'aller chercher. Au niveau de la stabilisation de la force max, pour les filles, ça va être autour de 18 ans. Pour les garçons, ça va être entre 20 et 30 ans. Donc, sachant ça, quel type de travail doit-on proposer en fonction de l'âge? Fait que là, justement, on va plus parler de puberté, avant la puberté et après la puberté à place de l'idée de l'âge chronologique. Donc, avant la puberté, comme on a vu dans le graphique préalablement, le développement de la force se fera à travers la sollicitation des facteurs nerveux. Donc, c'est possible de développer la force à l'aide d'un programme classique de musculation réalisé à partir d'appareils guidés, donc là, par exemple, des poulies, qu'on va regarder un peu plus tard. Mais il est davantage recommandé d'utiliser des parcours circuits durant lesquels on va aller travailler la vitesse, la coordination motrice et l'équilibre. Le plus important, en fait, pour ces jeunes-là, c'est de continuer à garder un aspect ludique lors de la réalisation de ces circuits. Au niveau des filières énergétiques, le travail anaérobie lactique, donc 5 secondes d'exercice très, très intense, on peut penser à sprinter, sauter, et le travail d'aérobie ne sont pas problématiques. Par contre, il est conseillé d'éviter le travail de type lactique, donc le travail, on va dire, intense aux alentours de 2 minutes de travail. Simplement, ce n'est pas que c'est impossible à faire avec les jeunes avant la puberté, c'est juste qu'ils sont moins bons, en fait, pour tolérer ce type de travail-là. Et un simple rappel, c'est que comme, justement, les enfants et les adolescents sont en croissance, bien, il faut se rappeler que le système osseux est un peu plus fragile. Durant la puberté, on va aller vraiment plus vers le début de la puberté, on met encore l'emphase sur le développement des facteurs nerveux, coordination,
des choses comme ça, mais on commence à l'apprentissage des mouvements de base de musculation, sans charge ou charge très légère. Donc là, on peut parler de squat, de bench press, de mouvements de tirade. Et le point important là, c'est qu'on veut apprendre la technique, on ne veut pas venir charger. Par la suite, c'est encore possible de faire des circuit training en utilisant le poids de corps, des élastiques et des charges légères. Et le début de la puberté, c'est une période qui est propice au développement de la vitesse. Donc, vitesse de réaction, capacité d'accélération, vitesse de coordination et endurance de vitesse. Le pic de croissance, c'est une phase où on observe une détérioration de la souplesse. Parfois, c'est simplement parce qu'il y a un gain de masse qui est important. Donc, c'est quand même super important de continuer à aller travailler la souplesse sans nécessairement, on va dire, passer 10 heures à aller travailler cette qualité-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ne pas surcharger l'appareil locomoteur passif, qui est tout ce qui est les articulations ou tout ce qui est ligamentaire, en fait. Finalement, au niveau du pic de croissance, quand c'est passé, c'est la période idéale pour le développement de la force, tant au niveau des facteurs structuraux que nerveux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est important d'aller travailler tout ce qui est technique avant, parce qu'on ne veut pas perdre cette fenêtre d'opportunité-là, qu'après le pic de croissance, on va pouvoir venir charger un peu plus. Donc, le pic de croissance est une phase propice au développement des qualités musculaires. Néanmoins, il faut faire attention si durant cette période, les muscles possèdent un degré d'entraînabilité élevé, car l'effort est moins bien supporté par l'appareil locomoteur passif. Donc, là encore, comme je parlais, c'est tout ce qui est système squelettique. Alors, ça ne nous permet pas encore d'aller faire un travail en force maximale et d'aller vraiment charger nos mouvements. Donc, quand on parle de force maximale, si on repense à ce que j'ai présenté tantôt, donc ça va être un travail avec des charges aux alentours de 95 de notre 1RM pour 2 répétitions. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Finalement, en fin de puberté, si les apprentissages et les progressions ont été bien réalisés, le travail de développement de la force max peut être abordé sans risque. Au niveau des recommandations pratiques, pour savoir c'est quoi les précautions qu'il faut prendre, les programmes d'entraînement en force puis ceux visant le développement des filières énergétiques doivent idéalement être proposés par des professionnels qualifiés qui ont une expérience d'enseignement avec les enfants. Donc, des fois, c'est juste une question d'avoir d'entrer en contact avec des kinésiologues, savoir justement par où commencer, puis discuter avec eux qu'est-ce qui serait le plus approprié pour le groupe que vous encadrez. Par la suite, un échauffement de 10 minutes comprenant des activités d'aérobie, d'étirement est nécessaire avant toute séance d'entraînement en force. Donc là, on parle d'étirement dynamique, donc petit jogging, balancement de jambes, des squats, ce type d'exercice-là. Donc, on parle d'exercices sans charge à grande amplitude. On veut vraiment éviter les étirements qui sont statiques. Donc là, je parle des étirements qu'on va garder pendant 30 secondes ou plus parce que ça peut avoir un impact négatif au niveau de la performance de notre athlète et aussi, au fond, ça peut augmenter les risques de blessures. Par rapport les premières séances d'entraînement en musculation doivent être vraiment axées vers un travail technique. Donc, tout ce qui est placement, proprioception du jeune, c'est vraiment vers ça qu'on va mettre nos énergies. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant d'utiliser des appareils de renforcement musculaire, mais l'idée aussi, c'est quand même d'aller travailler avec des charges légères ou nulles. Donc, travail du poids de corps ou travail assisté. Par la suite, super important, ne jamais augmenter la charge tant que la technique n'est pas parfaitement maîtrisée parce que là, on augmente les risques de blessure. Ensuite, adapter le programme à l'âge biologique de l'enfant, comme je vous ai parlé un peu plus tôt. Toujours travailler les muscles agonistes et antagonistes pour ne pas créer de déséquilibre musculaire. Donc, oui, par exemple, au judo, on va dire, OK, le bench, le développement couché est super important, donc on va aller travailler tout ce qui est au niveau des pecs. À long terme, on sait qu'il va y avoir un débalancement musculaire qui va se faire, donc c'est important d'aller travailler tout ce qui se passe dans la chaîne postérieure, le dos, pour justement les faire sortir un peu de cette posture-là, les épaules enroulées. Cette posture-là, justement, peut augmenter les risques de blessure. Donc, on veut s'assurer qu'on a un équilibre qui reste présent dans nos entraînements, entre les chaînes musculaires. Finalement, à quelle dose est-ce qu'on peut justement avoir une progression dans nos programmes?
Les exercices pour les programmes d'initiation, que ce soit chez les enfants, est aussi vrai chez les adultes, en fait. On va vraiment commencer avec des exercices avec le poids de corps, des élastiques, des medicine balls, des ballons suisses et des poids légers. Par la suite, le programme va être composé principalement d'exercices fondamentaux, donc pluriarticulaires. Par exemple, le squat est un exercice pluriarticulaire, le soulevé de terre en est un, versus le bicep curl. Donc, ça, c'est un exercice qui est simplement une articulation, donc ça va être au niveau du coude. Par la suite, on veut quand même aussi se pencher sur le renforcement des ceintures scapulaires et pelviennes, donc tout ce qui touche au niveau des épaules et des hanches, et finalement le gainage pour s'assurer que l'athlète a un tronc solide et va être capable de gérer les charges externes qu'il va devoir, que ce soit en tant que tel avec la musculation, gérer ou même avec le judo. Finalement, on va aller chercher des groupes musculaires majeurs sur des amplitudes articulaires complètes. On veut vraiment en profiter pour que les exercices avec le poids de corps, on veut aller chercher toute l'amplitude possible, par exemple, pour le squat. Okay? On va essayer d'aller dépasser notre corps de squat. On va aller chercher un squat parallèle ou même plus si l'enfant est capable de le faire avec une bonne technique. Ensuite, on va aller chercher par rapport aux charges, on va chercher des poids qui permettent 10 à 12 répétitions. Oui, ça va être pas mal ça. Donc, on parle de 60 à 70 de la charge maximale. Et finalement, chaque exercice, comme on commence, on n'en veut pas trop non plus, donc on parle d'un maximum de 8, ne comporte au maximum que 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions, parce que si on va en faire beaucoup plus, côté volume, ça va être trop pour qu'est-ce que l'enfant est capable de tolérer, ou même tout simplement un débutant. Par la suite, au niveau de la charge d'entraînement, elle doit être augmentée progressivement tout au long du programme pour être sûr que le jeune ait un défi, au fond, que le programme, la difficulté du programme augmente avec le fait qu'il devient meilleur. Il y a différentes façons d'aller augmenter cette charge-là, que ce soit au niveau de l'intensité, donc le décharge. Donc, par exemple, oui, on dit 10 à 12 répétitions. Si mon athlète est capable de me dire « Hey, avec le poids qu'on a utilisé au début, je suis capable de faire 14 répétitions. » OK, on va augmenter un petit peu. On va voir si tu es encore capable de garder une belle technique. Puis là, justement, on va avoir suivi notre principe d'augmentation. Après ça, il y a le nombre de répétitions et finalement, le nombre de séries. Ensuite, la fréquence d'entraînement, c'est 2 à 3 séances par semaine. Surtout si notre objectif, c'est d'avoir un développement de la force chez notre athlète. Au niveau du temps de récupération entre les exercices, un point qui est intéressant, c'est que les enfants ont une plus faible fatigabilité musculaire, donc leur temps de repos peut être plus court. Donc, si on pense à un circuit, peut-être que pour les adultes, on va aller chercher un 10, 15, 30 secondes de pause. Pour les enfants, on va être capable de réduire ce temps de pause-là. Pour les adolescents, c'est le même temps de récupération que les adultes qui vont utiliser. Finalement, un dernier point, ça va être super important aussi de combiner du travail de renforcement musculaire avec un travail spécifique au sport. Ça permet de favoriser le transfert de la force dans les mouvements faits dans le gym aux gestes sportifs. Par rapport à la classification des exercices et la préparation physique pour débutants, si on veut avoir un bon transfert de force dans les mouvements, il faut s'assurer qu'il y a une bonne coordination des muscles composant les différentes chaînes musculaires. Donc, que ce soit la chaîne post, donc arrière, ou la chaîne antérieure. Pour pouvoir justement s'assurer que ça, c'est possible, on veut que le travail de la préparation physique débute au renforcement du tronc, comme je vous parlais, tout ce qui est le gainage, vu que c'est la portion au centre de notre corps. Par là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si nos jambes produisent une puissance pour nous aider, par exemple, à pousser un adversaire, mais qu'au niveau du tronc, je suis faible, je vais avoir la difficulté à utiliser cette puissance-là et aller l'utiliser dans mes bras. Donc, c'est vraiment le centre de notre corps qui va nous permettre d'être solide pour pouvoir faire notre transfert. Par la suite, le renforcement de la ceinture scapulaire, là encore, même chose. Au niveau des épaules, si ce n'est pas solide, mais il y a du risque de blessure qui est possible d'être fait. Et finalement, renforcement de la ceinture pelvienne. Donc, tout ce qui se passe au niveau des hanches. Là, par exemple, c'est des exemples d'exercices,
pour les débutants, donc on a les exercices de base, comme qu'est-ce qu'on parlait, les exercices qui sont plus réarticulaires. L'apprentissage de ces mouvements-là peut être parfois plus complexe, donc vous pouvez penser à passer un peu plus de temps sur ces exercices-là pour vous assurer que la technique est numéro 1 avant de penser justement à ajouter beaucoup d'autres exercices dans le programme. Donc là, on parle de squat, par exemple, du leg press, développé couché, développé à la nuque, en bon anglais, je suis désolée, mais le terme overhead press, et finalement tirage, donc dorsé à la barre. Par la suite, les exercices fondamentaux de gainage et de fixation du rachis. Là, c'est un incontournable dans l'initiation pour justement développer une bonne proprioception de son corps. Donc, tout ce qui est flexion du tronc renversé, flexion du tronc sur banc, rotation, ou la planche. Finalement, des exercices complémentaires qui vont être des exercices localisés, donc qui vont aller chercher une ou quelques articulations. C'est vraiment un ajout qu'on fait à la fin, quand justement nos athlètes sont rendus un peu plus avancés. Une méthode d'entraînement qui est intéressante pour les jeunes et les adolescents ou carrément les débutants, c'est les types d'entraînement en circuit training. Donc, ici, on peut parler de circuit training ou programme à série alternée par poste de travail, donc vertical. C'est intéressant pour la présentation des exercices, donc ça permet une découverte et un apprentissage technique sans fatigue. C'est plus facile à mettre en place avec des groupes d'entraînement. Par la suite, un circuit training ou programme à série groupée par poste de travail, c'est intéressant pour la consolidation de l'apprentissage technique des exercices. Donc, juste pour être sûr que tout le monde saisit bien la différence, alterner, par exemple, je vais avoir 4 exercices différents que je vais faire un à la suite de l'autre. Série groupée, bien, ça va être, je fais un exercice et je vais faire mes 3 séries une après l'autre. Finalement, un série training à série mixte, bien, on va avoir 2 exercices ensemble ou jusqu'à 3 qu'on va faire par poste de travail vertical. Donc, c'est pas mal ça à ce niveau-là. Par exemple, pour des exercices pour enfants, comme on parlait des charges qui sont moindres et qu'on utilise le poids de corps, qu'on va vraiment regarder l'alignement du jeune, comment est-ce qu'il bouge pour avoir une bonne proprioception. Donc, à gauche, on a une jeune qui va commencer à faire une introduction au squat pour s'assurer que, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ses genoux, son tronc, comment il est placé. Et par la suite, quand ce type d'exercice-là est réussi, bien, on peut penser à aller faire un step-up, donc monter sur une marche. Ça, c'est mon exercice totalement à la droite. Là encore, on va encore regarder l'alignement des membres, sa position. Et finalement, si là, ça va bien, bien, on va pouvoir aller progresser, par exemple, avec un front squat, avec des poids libres légers. Et là encore, on va s'attendre à garder une technique très, très bonne si on veut commencer à rajouter un peu de poids. Un autre type d'exemple d'exercice pour les enfants, là, le simple fait de faire un travail unipodal, donc sur une jambe, ça va augmenter la difficulté de l'exercice et aussi ça va augmenter la charge. Donc, c'est une belle façon d'aller inclure de la variété dans les exercices tout en augmentant la difficulté sans nécessairement avoir besoin de poids qui sont très, très lourds. Même là encore, possibilité d'utiliser des élastiques pour augmenter la charge dans les mouvements. Donc, maintenant, on va passer dans notre banque d'exercices. Donc, rapidement, comme je parlais, des exercices de poids de corps peuvent être utilisés avec les jeunes. Là, par exemple, si on regarde les exercices en haut, ça va être plus pour les membres inférieurs. On s'attend à ce que notre tronc, notre rachis, au fond, soit bien placé, soit droit. On s'attend là encore à ce que l'exécution soit numéro 1 avant de penser à ajouter des poids libres. Par la suite, les mouvements sur la ligne en bas, là, comme on peut voir, c'est des mouvements qui ont l'air un peu plus simples si on regarde à gauche. Mais l'idée, c'est vraiment, ce type de mouvement-là permet de développer la proprioception des épaules. Donc, savoir est-ce que j'ai les épaules enroulées. Aussi, prendre conscience, est-ce que j'ai une différence entre mon côté gauche-droit? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile à faire que l'autre? Est-ce que je commence à développer des asymétries? On est conscient que quand même, au niveau du judo, bien, généralement, les gens sont droitiers ou gauchers. Donc,
il peut commencer à avoir certaines asymétries. Puis ça peut être intéressant, au fond, de devenir un peu plus conscient de ces asymétries-là. Par la suite, des exemples d'exercices de gainage. Donc, tout ce qui est par rapport avec le ballon. Évidemment, dans la progression, on va commencer au sol, tout simplement pour s'assurer là encore que l'alignement de la jambe, du bas de dos est numéro 1 avant de commencer à aller inclure des facteurs d'instabilité. Donc là, cette fois-ci, on voit qu'il y a des ballons suisses. On va commencer sur un plan, donc tout simplement faire un crunch. Après ça, une possibilité de commencer à rentrer des rotations dans les mouvements pour augmenter la difficulté. Par la suite, si on regarde tous les exercices à la poulie, c'est, on va dire, une famille d'exercices qui a été inventée par Pallof, donc le Pallof Press, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'être capable de stabiliser son tronc, avoir un bon engagement avec une charge externe qui essaie justement de briser cet engagement-là. Donc, c'est une bonne façon, c'est aussi une façon différente un peu de faire du gainage. Bon, après ça, il y a aussi des exercices de proprioception. On peut penser faire sur une jambe, les yeux ouverts, les yeux fermés, commencer ensuite à rentrer des surfaces instables, que ce soit un coussin, un bossu, ballon suisse ou encore une planche d'équilibre. Possibilité d'avoir des mouvements qui sont un peu plus dynamiques, comme faire un lunge avec le pied avant sur un bossu, par exemple. Finalement, quand on parlait de circuit training de série alternée pour les jeunes et judokas récréatifs, on voit qu'on a différents exercices qui permettent d'aller chercher différents groupes musculaires pour pouvoir aller chercher des exercices de puissance, que ce soit les membres inférieurs ou supérieurs, et des exercices de tirage. Là, ici, on voit qu'on a un pictogramme qui dit danger pour les redressements assis complets. C'est en fait l'idée que quand vous faites un redressement assis complet, vous allez aller chercher beaucoup plus d'engagement du psoas qui va venir tirer sur vos lombaires versus si vous faites un crunch et qu'on s'assure que c'est vraiment juste un enroulement de la colonne sans se lever complètement. Donc, l'idée dans ce mouvement-là, c'est qu'avec un crunch, vous allez quand même avoir votre engagement sur les abdos. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire au fond avec ce type d'exercice-là, versus si on fait un redressement assis total, comme sur la photo, ça ne sera pas simplement juste les abdos qui vont travailler. Qu'est-ce qu'on propose pour ce type de travail-là? Par exemple, un 20 secondes de travail ou un 10 secondes de repos. Ou là encore, on peut aller chercher un nombre de répétitions par exercice avant de changer d'exercice. Après ça, on parlait d'exercices spécifiques, par exemple, faire du travail d'élastique pour certaines techniques et alterner avec des exercices de poids de corps, que ce soit push-up ou squat. Pensez que si c'est collé à un entraînement de judo, idéalement faire le circuit en fin d'entraînement parce que si vous avez dans votre séance d'entraînement certains aspects techniques, les enfants vont être un peu plus fatigués, donc ça va être difficile pour eux de bien se concentrer pour effectuer, par exemple, les drills que vous aurez préparés. Ensuite, un autre exemple de circuit training en salle de musculation. Donc là, on peut commencer à prendre des poids. Par contre, comme vous pouvez voir, si on met des exercices comme ça, on s'attend à ce que les enfants aient un peu plus d'expérience ou les adolescents, en fait, aient un peu plus d'expérience. Là, idéalement, justement, on parle de travailler avec un kinésiologue pour élaborer les programmes si vous n'êtes pas vous-même formé en préparation physique. Par rapport aux exercices fondamentaux de la musculation, je pense qu'il me reste encore un bon 20 minutes, Nicolas, juste pour être sûr que je ne dépasse pas dans mon temps. Oui, un autre 10-15 minutes, ensuite un autre 10-15 minutes de questions. OK, parfait, merci. Donc, au niveau soit que ce soit les exercices fondamentaux de la musculation, aussi des positionnements qu'on va regarder. Donc, un bon ouvrage de référence que vous pouvez regarder, c'est fait par Ivan Protoy et Sylvain Pelloux-Freyer en 2015. C'est au fond, justement, il vous parle comment bien se placer, comment apprendre les mouvements techniquement pour s'assurer que par la suite, ça soit possible de commencer à charger. Donc,
premièrement, juste commencer à explorer les placements du dos et des épaules. Vous pouvez faire ça avec vos athlètes, tout simplement s'accoter contre un mur, avoir les pieds un petit peu à l'avant, puis commencer à inspirer, venir creuser les lombaires, expirer, venir coller les vertèbres. Comme ça, vos athlètes commencent à être un peu plus conscients du déplacement des lombaires, c'est quoi la position au fond de leur colonne, et ensuite venir en position neutre, donc la position de la colonne qu'on est habituellement. Simplement avoir ces références-là, comme je disais, ça développe la proprioception. Eux, ils commencent à savoir, OK, ma position de colonne neutre, c'est ça que je veux aussi retrouver dans mes autres exercices, que ce soit pour le squat, pour le bench, etc. Même chose au niveau des épaules, on peut penser à dire, OK, on va amener les épaules aux oreilles. Après ça, on va penser à amener les scapulas, donc les omoplates, dans nos poches de pantalon pour commencer à comprendre, oui, mes épaules ont vraiment une bonne amplitude de mouvement. Quand je dis, OK, avoir les épaules engagées, qu'est-ce que ça présente dans cette amplitude-là? On va aller un peu plus loin. Un peu plus tôt, je parlais justement de la position, on va dire, un peu plus classique des judokas, donc les épaules enroulées vers l'avant, une petite tendance photique. Il y a des exercices que vous pouvez faire en début d'entraînement pour les permettre d'avoir une meilleure posture avant d'aller engager, par exemple, que ce soit pour un développé couché ou de la tirade. Donc, des rotateurs externes des épaules. Même chose quand on parlait des épaules, la position, garder les épaules éloignées des oreilles, pas avoir la tête qui rentre dans le cou. Garder les coudes bien collés le long des côtes parce que sinon, ça ne sera pas les exercices, les muscles rotateurs qu'on va aller chercher. Quand on regarde juste en bas à droite, bien, on voit qu'il y a quand même une séquence dans les mouvements qu'on voudrait faire. Donc, en premier, on veut bien venir relâcher les pectoraux. Après ça, on va venir faire des étirements dynamiques. Par là, qu'est-ce que j'entends? C'est tenir jusqu'à 5 secondes la posture, ressortir de mon étirement de mon pec, revenir un autre 5 secondes, faire ça 3-4 fois. Juste là, on va justement être capable d'aller chercher des gains au niveau de l'amplitude de mouvement sans nécessairement avoir dû tenir la posture pendant 30 secondes. Et finalement, on va aller faire à la troisième étape des exercices pour renforcer la coiffe des rotateurs et aider dans cette posture qui soit un peu plus droite. Au niveau de la planche, c'est un exercice qui est fondamental pour le gainage parce que là, c'est très de base, il n'y a aucun mouvement qui est fait ailleurs dans le corps, on n'est pas sur une surface instable. Ça leur permet au fond de commencer à comprendre c'est quoi les points de repère qu'ils doivent avoir pour être sûr que leurs abdos sont bien engagés. Donc là, on dit regarde vers le sol, pas regarder vers l'avant pour s'assurer d'avoir une colonne qui est droite. Le nombril aspiré, donc pensez à ramener le nombril vers la colonne pour aller chercher un engagement des abdos. Les épaules sont éloignées, là encore, des oreilles. La cambrure naturelle des lombaires, quand je vous parlais justement de la position neutre, et les genoux fléchis. Un point intéressant qu'on pourrait rajouter pour celui-là, c'est que au niveau de la proprioception, souvent, ça aide pour les jeunes pour commencer à comprendre de donner un feedback externe, qu'on appelle. Comme là, par exemple, pour la planche, moi, j'aurais tendance à venir placer un bâton de ballet, par exemple, sur le dos et dire à mon athlète, OK, bien, ta tête, l'arrière de ta tête doit toucher entre tes omoplates, donc entre la T7 et T8, et finalement ton sacrum. Donc, juste en haut de tes fesses, ça doit venir toucher au bâton. Fait que, sachant ça, l'athlète a un feedback de OK, je dois avoir une position comme ça. Puis par la suite, ça aide beaucoup à l'apprentissage de la position, au fond. Donc, on fait ça une fois pour avoir des bons repères, puis par la suite, on peut l'enlever. Ça nous permet justement d'éviter toutes les positions de dos en hyperextension, les épaules enroulées ou le bassin trop haut, parce que tout simplement, le bâton tomberait à terre. Par rapport au redressement assis, quand je vous parlais de tout ce qui est crunch, bien ça, c'est différentes variations qu'on peut faire, de progression pour l'exercice. Et là encore, on va vraiment aller chercher nos abdos, le grand droit de l'abdomen et non le psoas. Au niveau du développé couché, qui est un exercice pluriarticulaire super important pour le judo, qu'est-ce qu'on s'attend à voir techniquement de cet exercice-là? Donc, les épaules vont être fixées au banc et éloignées des oreilles. Donc là, on peut penser justement à l'exercice qu'on a fait au début de proprioception. Par la suite, au niveau de la grippe, donc comment est-ce qu'on tient la barre? On veut avoir la main fermée et on veut avoir le poignet qui est actif.
Donc, on ne veut pas avoir carrément le poignet cassé, comme si la barre venait juste se reposer sur le haut de notre main. On veut vraiment avoir une prise qui est active. Par la suite, au niveau de la position sur le banc, on veut qu'on ait encore la courbure naturelle du bas de dos. Donc, on ne cherche pas à faire un bench press qui va être de type, on va dire, powerlifting. On veut vraiment avoir les points de contact importants, donc les deux pieds au sol, le haut du corps, par le haut du corps au fond, les omoplates et le sacrum. Si on se retrouve dans une position comme ça, qui a une cambrure très importante au niveau des lombaires, bien, moi, je vous suggère de venir rajouter un step, donc une petite boîte en dessous des pieds. C'est mieux de dire, OK, mes pieds vont être un peu plus hauts, je vais avoir une certaine flexion de la hanche, ça va me permettre d'être beaucoup plus stable dans ma position qu'être sur la pointe des pieds. Aussi, de toute façon, dans tous les cas, ça va aider l'athlète à générer plus de force en étant stable. Dans un troisième temps, ça, c'est juste une idée de garder en tête que les personnes avec une cage thoracique étroite et les avant-bras longs sont plus à risque de se blesser lors du travail en force maximale, juste à cause de l'amplitude qu'ils vont aller chercher qui va être plus importante au niveau des épaules. Donc là, ça revient un peu à l'idée que nos fibres musculaires, quand ils sont étirés au maximum, bien, ils n'arrivent pas à générer beaucoup de force. Donc, dans quelqu'un qui va chercher une plus grande amplitude au niveau de l'épaule, parce que ses bras de levier sont plus longs, bien, il est un peu plus à risque de blessure. Niveau tirage à la poulie basse, qu'est-ce qu'on regarde? Justement, l'alignement vertical de la tête, épaules, hanches, la poitrine bombée, le placement des épaules. Donc là encore, pas la tête dans les épaules, nombril aspiré pour penser à avoir un engagement abdominal. Qu'est-ce qui est important au niveau des épaules aussi, c'est que des fois, l'épaule va avoir tendance à vouloir aller à rotation interne. Donc, c'est comme si l'épaule voulait tout simplement rouler vers l'avant encore. Donc, c'est possible de rester droit avec son corps, mais quand même avoir un mouvement au niveau de l'épaule qu'on veut venir éviter. Donc, si on regarde à droite les images, justement, on peut voir la différence au niveau de la position d'épaule. C'est quelque chose, au fond, qu'on doit avoir un peu l'œil dessus quand on fait un mouvement de tirage, que ce soit à la poulie, que ce soit un mouvement de tirage à la barre aussi. Tirage à la poulie haute. Donc, soit un tirage poitrine à la poulie haute, si on a tendance à aller le mettre en arrière et à perdre au fond son engagement, idéalement, cassez-vous pas la tête, demandez à l'athlète de tirer en avant de soi. Ça va permettre aussi de les préparer pour d'autres types de mouvements comme tout ce qui est pull-up, chin-up. Encore, même idée, l'alignement de la tête qui est en continu avec les épaules et le bas de dos et encore, toujours, en fait, l'engagement abdominal dans les mouvements. L'éducatif pour les placements du dos neutre, c'est un peu ce qu'on a parlé au début, qui est possible de faire contre le mur. C'est aussi possible carrément de le faire sur place. Donc là encore, c'est l'idée d'aller explorer au fond notre mobilité au niveau des lombaires. Donc, aller faire le dos rond, aller faire le chat. Après ça, descendre, aller porter le nombril vers le sol et finalement retrouver un dos neutre. Parce que ce placement-là, dans cette position-là en particulier, va être super important pour un mouvement comme le soulevé de terre et même le squat. Au niveau du squat, qu'est-ce qu'on regarde? L'alignement des membres inférieurs. Donc, le genou devrait être aligné sur le deuxième orteil. Un truc qui est facile à donner au fond à notre athlète. Souvent, on va avoir tendance à se placer les pieds parallèles. Venir l'ouvrir un petit peu comme si en canard, on va dire. Ça va permettre aussi de venir dégager un peu les hanches puis d'augmenter la mobilité au niveau de la hanche lors du mouvement. Parce qu'il y a certains athlètes, justement, qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Aussi, c'est possible de venir surélever les talons pour augmenter la mobilité là encore si notre athlète, au fond, est très manque de mobilité, en fait, au niveau du mollet. Et là encore, on regarde l'alignement tête, épaule, bassin. On veut venir engager, au fond, la barre en pensant venir l'écraser sur le dos. Ça va avoir tendance à nous aider à sortir la poitrine sans exagérer parce qu'on veut quand même garder notre courbure naturelle du dos. Ensuite, on va demander à l'athlète de regarder à l'avant. Pourquoi est-ce qu'on demande à l'athlète de regarder vers l'avant et non pour ses genoux, par exemple? C'est que le corps va avoir tendance à suivre où qu'il regarde. Donc, si par exemple, on a une charge importante sur les épaules, puis je regarde au sol, je vais avoir tendance à aller m'écraser au sol, versus si je regarde vers l'avant, ça va être plus facile pour moi de garder ma posture avec ma poitrine bombée.
Donc, si vous voulez aider un athlète à justement l'aider au niveau de sa proprioception, qu'est-ce qui est possible de faire, c'est de l'installer devant un miroir. Ça va lui permettre de voir justement où est-ce que ses membres sont alignés sans avoir d'impact négatif sur sa position. Donc là encore, les personnes qui ont un long fémur vont devoir adapter un peu leur position versus quelqu'un qui a un fémur qui est plus petit. Fait que quand vous allez les regarder de côté, ils vont avoir tendance à avoir une flexion plus importante du tronc, ce qui va aussi amener une contrainte plus importante au niveau des lombaires. Donc, à faire attention. Finalement, on avait vu un peu plus tôt justement la position de bascule avec les hanches. Bien, là, c'est encore possible d'aller l'explorer au fond en position squat pour vraiment faire comprendre à l'athlète qu'est-ce qui se passe avec son bassin. Souvent, qu'est-ce que moi j'ai vu au fond dans ma pratique, c'est qu'on va voir l'athlète bouger, il va descendre et le bassin va tomber en rétroversion. Donc, on va être fléchi vers l'avant et on va perdre cette courbure naturelle-là. Donc, ce moment-là est quand même difficile à percevoir pour eux. Idéalement, justement, sans poids, on va essayer d'aller explorer pour leur faire comprendre où est-ce qu'environ ça arrive. Donc, sans poids ou avec une barre, au fond, un bâton sur les épaules, les faire descendre en squat, savoir où est-ce que ça se passe environ, leur donner le cue, OK, bien ici, on va rester ici, puis on va essayer de venir travailler justement l'exercice de mobilité antéro-version, rétroversion, pour être un peu plus conscient de ce qui se passe dans cette position-là. Il faut aussi savoir quand arrêter dans notre squat pour ne pas tomber en rétroversion. Et finalement, donc, je vais parler un peu de l'apprentissage postural, rétroversion et antéversion du bassin. Là, un point quand même qui est intéressant, quelle amplitude qu'on doit privilégier pour le squat? Complet, demi-squat ou quart de squat. Idéalement, avec les jeunes, on veut vraiment aller dans quelque chose qui est complet, aller chercher toute l'amplitude de mouvement possible parce que l'idée de spécialisation, de dire, OK, mais mon athlète, lui, il fait juste Uchimata, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'aller en squat complet? On n'aura pas cette idée-là qu'ils vont avoir 10 ans, 15 ans. Ça va être quelque chose, au fond, qui va peut-être aller... que le préparateur physique va faire comme choix quand l'athlète va être plus développé et plus vieux, de dire OK, ben on va rester en du corps de squat parce que c'est plus spécifique à ce qu'on fait. Quand on est jeune, pensez que vous voulez juste outiller votre athlète, au fond, être capable de faire les mouvements possibles, de bien les faire sans se blesser, avant de dire OK, ben on va tomber en grosse spécificité pour les mouvements parce que c'est ça qu'il faut faire. Au niveau du soulevé de terre, point super important, puis c'est un exercice qui est super intéressant parce qu'on vient travailler toute la chaîne postérieure. Donc, la tête est alignée avec l'épaule et est alignée juste par-dessus ma barre. Grâce à ça, bien, au fond, dans cette position-là, mon dos va être droit, donc les épaules sont collées dans le dos. Donc, on veut vraiment avoir les scapulas plaqués dans le dos. Ça va nous permettre de garder un bon engagement au fond de notre ceinture scapulaire. Quand je vais être prête à lever la charge, mes épaules ne tomberont pas vers l'avant, ne voudront pas justement s'enrouler. Ensuite, l'alignement des genoux avec les chevilles et la hanche, c'est comme ce qu'on a déjà parlé avec le squat. On veut que nos genoux restent par-dessus notre deuxième orteil, que ça n'aille pas vers l'intérieur quand on lève. Et finalement, une erreur classique qu'on voit souvent pour les personnes moins expérimentées qui veulent mettre beaucoup de poids, bien, qui va avoir un enroulement du bassin. Donc, on perd notre zone neutre, on perd l'engagement de nos épaules. Donc, on se retrouve dans une position avec un dos voûté. Puis ça, c'est vraiment à éviter parce qu'il y a des gros risques de blessure. Donc, j'ai différentes erreurs classiques par la suite. Là encore, on voit toujours la position du dos. Par exemple, au tirage, les gens vont avoir tendance à vouloir créer du momentum, vont venir tricher au niveau de l'enroulement des épaules. Biceps, même chose, on va essayer d'aller tricher pour aller mettre plus lourd. Donc, on va utiliser tout notre corps pour soulever à place de simplement utiliser nos biceps. Au niveau des fentes, au fond, les 3 exercices, bien, en premier, c'est qu'il va y avoir une hyperlordose. Donc, à place de venir s'assurer que, oui, au niveau des fléchisseurs de la hanche, peut-être que c'est un peu rigide, manque de souplesse. Fait que les gens vont avoir tendance à venir compenser en tombant en lordose. Par la suite, notre placement, au fond, où est-ce que notre tronc se place comparativement à nos jambes? Est-ce que je vais avoir tendance à aller plus charger la jambe avant? Notre objectif, c'est vraiment d'être entre nos 2 points d'appui, descendre droit dans cette charge-là. Et finalement, la position des pieds. S'assurer que nos pieds restent parallèles. On ne vient pas ouvrir.
Donc, les autres, si je ne me trompe pas, ça parle pas mal d'eux-mêmes. Là encore, c'est souvent une question de placement du dos, s'assurer que les abdos sont bien engagés, que les segments sont bien alignés. Exercice pour la correction posturale des épaules. Donc, au début, on avait parlé des rotateurs des épaules, qui est un très bon échauffement. Par la suite, on peut quand même inclure certains exercices qui vont aller chercher plus spécifiquement tout ce qui touche les ronds, donc au niveau des épaules et les rhomboïdes, pour permettre de s'assurer d'avoir un haut de dos plus fort, hein, pour nous permettre de garder justement une bonne posture et avoir les épaules qui ne sont pas enroulées. Donc, on a différents exercices arrière des épaules avec la poulie, que ce soit un tirage vertical à la barre ou là encore, on peut utiliser des machines pour venir ouvrir de façon latérale. Donc, rapidement, on va parler de l'entraînement en évaluation de la puissance aérobie et anaérobie. Donc là, on parle plus des systèmes énergétiques. Il y a différents tests de puissance aérobie qui est possible, qui est facile à faire avec des groupes. Donc, par exemple, le test de l'Université de Montréal, léger bouché sur une piste de 200 mètres ou 400 mètres, le test navette sur 20 mètres, donc les allers-retours ou communément appelé test bip-bip, un test indirect sur tapis roulant et le demi-Cooper, une plus grande distance en 6 minutes. Ces tests-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des recherches sur Internet, vous avez des comparatifs avec vous pouvez trouver des comparatifs en fait avec les groupes d'entraînement, donc que ce soit des femmes d'un certain âge, bien, il y a des données normatives, savoir où est-ce que se situe votre athlète. Et par la suite, ici, justement, vous avez carrément le protocole pour faire passer ce test-là à vos athlètes. Par rapport au test de l'Université de Montréal, vous devez quand même avoir un enregistrement qui va vous permettre d'avoir les signaux sonores pour que ça coordonne. En fait, que ça fonctionne avec les vitesses. Même chose pour le test navette. Et finalement, là encore, possibilité de regarder pour les tests indirects sur tapis roulant. Ça ressemble au fond carrément au test léger bouché qui est fait sur la piste. Ici, comme c'est le tableau de conversion des vitesses du test navette en puissance au fond aérobique, donc VO2 max. Donc, on a les informations qu'à différents paliers, la vitesse navette va augmenter. Donc, si par exemple, j'ai un athlète qui a réussi le palier 6, mais je veux savoir que son VO2 est à 38,6 et je vais pouvoir utiliser cette donnée-là par la suite pour lui prescrire un entraînement. Au niveau justement de l'entraînement de la puissance aérobie, ici, c'est un court tableau en fait pour parler des effets des différentes intensités d'entraînement sur le développement de la puissance aérobie et de l'endurance aérobie et anaérobie lactique. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on sait que si on s'entraîne à une intensité d'entraînement qui est 100% de la PAM, donc si je reviens à mon tableau avant, justement, par exemple, mon athlète qui a fini son palier 6, sa vitesse normale de course sur piste va être de 11 km. Donc, ça va être 100% au fond de ma PAM. Bien, je sais que si je prescris des entraînements à cette intensité-là, bien, oui, il va avoir un petit effet sur l'endurance aérobie, mais il va avoir un effet beaucoup plus important sur la puissance aérobique maximale, donc notre VO2, qu'on a parlé au début, qu'on veut justement travailler pour aider les athlètes à mieux récupérer entre les combats et finalement aussi, ça va avoir un impact sur la capacité anaérobie. Par la suite, vous pouvez prendre, ça c'est un exemple d'entraînement en puissance aérobie qui a été fait par Guy Thibault. Donc, vous pouvez utiliser ce matériel-là pour prescrire un entraînement justement de développement de la PAM. Donc là, on voit que chaque courbe, il y a un pourcentage dessus. C'est justement notre pourcentage de PAM à laquelle est-ce qu'on veut travailler. Donc, est-ce qu'on veut travailler à 85%, à 95% ou à 100%? Et après ça, bien, je peux aller voir dans le graphique si je veux un effort de 1 minute 30, par exemple, bien, ça représente environ 10 répétitions de 1 minute 30. Et dans le tableau, on peut voir aussi le temps de récupération qui doit être respecté pour vraiment favoriser l'adaptation au niveau de la PAM. Donc, comme je parlais un peu plus tôt, juste avec le graphique de Guy Thibault, les intervalles courts, ça permet d'augmenter le VO2 max plus rapidement que, par exemple, aller faire une sortie avec de basse intensité, aller courir un 5 km de basse intensité.
Ensuite, ça a un impact positif sur la capacité anaérobie lactique, qui augmente pour un effort supérieur à 100% de la VMA ou PMA. Donc, l'idée de s'entraîner un peu plus haut que notre puissance aérobie, mais ça a quand même des impacts positifs, que ce soit sur la VO2, mais aussi sur notre capacité anaérobie lactique. Et finalement, c'est plus efficace pour la gestion du poids parce que ça entraîne une plus grande dépense énergétique. Donc, rapidement, il y a différents aussi tests d'endurance anaérobie lactique. Je vais juste passer par-dessus ceux-là. Mais l'idée, en fait, c'est que majoritairement, ces tests-là sont faits sur des membres inférieurs. Et la réalité, c'est qu'au judo, ben, on s'entend que les membres supérieurs, c'est ceux-là, en fait, qui vont solliciter un peu plus important, de façon importante la filière anaérobie lactique. Donc, c'est juste être conscient de ça quand on demande à nos athlètes de faire des tests pour la puissance lactique. Donc, en conclusion, si on a des groupes plus jeunes au niveau de la préparation physique, donc judo récréatif, l'objectif de travail pour eux, on parle plus vraiment de prévention des blessures. Donc, ça peut être des exercices qui sont faits en des circuits en dojo, ça peut être suffisant. Ça peut être aussi beaucoup plus ludique pour des enfants en faisant des circuits de training en série alternée, comme que j'ai présenté un peu plus tôt par rapport au type de circuit d'entraînement. Et finalement, quand on parle de jeux de compétition, bien là, c'est vraiment là qu'on va aller faire, qu'on va aller développer les qualités musculaires, que ce soit force maximale, et puissance force, masse musculaire. On va encore une prévention des blessures. On veut venir développer la VO2 et on veut venir aussi aider au niveau de la gestion du poids et de l'endurance musculaire. Donc, un ouvrage de référence à lire si vous voulez en savoir plus sur la préparation physique et la performance sportive qui est en français. Et notre référence. Donc, merci. Merci beaucoup, Alex. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Je pense que c'est beaucoup d'informations. D'où pourquoi on va définitivement partager le PowerPoint. Donc, en terminant, est-ce qu'il y a quelques questions? On a le temps peut-être pour 2-3 questions. La parole est à vous. Vous pouvez vous démuter en bon français et prendre la parole. Oui, Nico. Monsieur Griffo, la parole est à vous. Il y a beaucoup à dire et c'était bien fait d'ailleurs. Une petite question. Est-ce qu'il y a eu des études de prévention de blessures en judo et de programmes spécifiques pour l'athlète naturellement qui va commencer en compétition? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite et de dire, bon, ce programme-là va essayer d'éviter les blessures les plus importantes dans une carrière de judo? Généralement, oui, il y a des études qui ont été faites, mais pas nécessairement auprès de jeunes commençants. C'est plus souvent au niveau d'équipe nationale que des études sont portées. Il y a des études épidémiologiques, pas facile à dire, désolé, qui portent en fait sur les blessures les plus fréquentes et aussi les raisons pourquoi ces blessures-là ont lieu. Donc, présentement, dans la littérature, il n'y a pas nécessairement un article qui propose le protocole par excellence pour prévenir les blessures. Par contre, on sait qu'au judo, les blessures aux épaules, tout ce qui touche les genoux aussi, c'est des blessures qui reviennent le plus souvent. Et oui, il y a des exercices qui sont adaptés et proposés, en fait, par rapport à ces blessures-là pour mieux les prévenir. Donc, je propose qu'on devrait avoir une étude parce que les blessures sont là. On est la preuve, Nico aussi. Et puis, ça serait très intéressant de proposer un contenu très spécifique. Effectivement. Je vais me permettre un petit mot là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'études aussi qui ont été, surtout au croisé antérieur, qui ont été proposées sur, et les protocoles étaient beaucoup plus des protocoles sur le réchauffement.
et en grande primeur, on a annoncé, on a fait la promotion il y a quelques semaines, je pense, de notre nouvel outil qu'on va distribuer à tous les clubs à l'automne, en début de saison, justement pour que le réchauffement soit bien fait et éviter les blessures. Je pense que surtout chez les très jeunes, chez les plus jeunes, je pense que c'est peut-être la partie qui est plus importante. Évidemment, plus qu'on avance, là, probablement que le travail en musculation pour le rééquilibrage musculaire va prendre plus grande importance, mais sur les plus jeunes, je pense que le réchauffement est vraiment clé. Et il y a aussi d'ailleurs beaucoup d'études qui démontrent ça. Donc, très bonne question, M. Griffault. Est-ce qu'on a une petite dernière pour conclure? Oui. Vas-y, Stéphane. Moi, j'avais reçu une charte là, au niveau des athlètes, mais seniors. Je voudrais savoir s'il est possible d'en avoir une, mais tu sais, pour juniors, mettons, les ados de 15 à 15-18 ans maximum, là, tu sais, pour référer sur les objectifs à atteindre, tu sais, au niveau de force, vitesse, tout ça. Je trouve ça intéressant. Puis là, je travaille avec certains plus vieux sur cette charte-là, mais pour les plus jeunes, pour leur donner un petit peu un repère d'où ils peuvent se situer, puis à quel objectif ils peuvent atteindre pour plus tard, justement, être plus proche des performances comment je peux dire, des athlètes de haut niveau, là, à quoi s'attendre. C'est plus ça. S'il y aurait une charte qui serait faite là, avec le poids, considérant tout ça là, au niveau des exercices. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, absolument, absolument. Puis c'est quelque chose qu'on a réfléchi. Et un peu dans la même lignée de ce qu'Alex a dit, la majorité, en judo, globalement, il y a peu de recherche. La majorité des projets de recherche sont plutôt orientés sur les équipes nationales. Donc, ce qui fait que il y a très, très peu de données disponibles. Nous, on n'est pas très différent de n'importe quel autre environnement. Le gros de nos ressources sont mis sur l'équipe nationale junior, senior. Donc, nous, de notre côté, on a très peu de données. Il y a très peu de données dans la littérature. C'est un objectif qu'on a parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que ça serait un outil super pratique pour les entraîneurs et les clubs et les athlètes aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête. On va essayer de trouver l'information pour que ça soit significatif. Merci. Merci à tous. Jean-Claude, je pense une question. Oui, on va finir. Une question. Juste dans la programmation pour séquencer le développement, est-ce qu'il y a des séquences optimales, par exemple, entre la force endurance, force maximale et force vitesse? Idéalement, quand on regarde ces qualités musculaires-là, on veut quand même s'assurer qu'il y a une bonne base. Fait qu'on va avoir tendance à peut-être un peu plus aller travailler tout ce qui est endurance dans un premier temps. Par contre, sur une programmation annuelle, on va vouloir aller taper sur chaque qualité. Fait que c'est ça l'idée d'avoir un petit peu la programmation. On va juste s'assurer qu'en début d'année, par exemple, si on travaille avec un groupe, on a une capacité de travail qui est développée. Par la suite, on va aller, par exemple, aller travailler peut-être un peu plus en hypertrophie. Là, on parle par contre d'athlètes qui sont un peu plus avancés, là. Donc, hypertrophie, ensuite, travailler entre la force, après ça, revenir sur de la puissance, vitesse. Fait que c'est pour ça que quand on parle de travailler avec un kinésiologue, c'est vraiment de comprendre au fond sur la planification annuelle comment travailler ces qualités-là. Donc, au niveau justement optimal, c'est sûr que, comme je disais, on veut s'assurer que notre athlète est résilient à la base avant de commencer à penser à vouloir aller travailler sur la force maximale. Il y a quand même ce principe-là à garder en tête. Merci. Merci beaucoup, Alex. On va devoir vous quitter parce qu'on va reprendre dans quelques instants la version anglaise. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous aider ou des suggestions. Je pense que c'est une belle opportunité de partager. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter et bonne fin de long week-end. Merci.